Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 7 août, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait d'une part sur le pass sanitaire et d'autre part sur les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19. Alors vous allez le voir, pour une fois, c'était un plateau plutôt tranquille et dans lequel on pouvait développer des arguments. Et franchement, ce genre de plateau, ça fait du bien. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. La perte de temps est trop importante, on vient de l'entendre de la part de ce responsable d'établissement, Antoine Léaumont, cela s'entend également. Oui, bien sûr, mais c'est pas seulement une perte de temps. Je pense que les restaurateurs et les patrons de café ou les serveurs comme Monsieur Blot n'ont pas envie de se transformer en contrôleurs de la population. Je pense que les restaurateurs, ils en ont gros sur la patate. Ils ont eu des confinements, ils ont eu les couvre-feux et le chiffre d'affaires des restaurateurs, pour Monsieur Macron qui se prétend l'ami des entreprises, il en a pris un sacré coup. Et maintenant, on veut les transformer donc en contrôleurs généraux de la population française et ils n'ont pas envie de le faire et il faut les comprendre. Donc, ce pass sanitaire, vous voyez, il propose des solutions simples. Par exemple, il y avait un monsieur tout à l'heure, je ne sais pas si c'était ici ou tout à l'heure, mais qui proposait qu'en terrasse, au moins, ce pass sanitaire ne soit pas appliqué. On ne comprend pas pourquoi il y aurait besoin d'un pass sanitaire en terrasse, puisque c'est en extérieur et qu'on est à l'air libre. Donc vous voyez, on est toujours dans ce système de la Macronie qui est l'absurde. C'est-à-dire, ils prennent des décisions, ils ne savent même pas si c'est possible ou pas de les appliquer. Je vous donne un exemple très concret. Pour que le contrôle du pass sanitaire soit effectif et efficace, il faut en même temps contrôler l'identité. Sinon, je viens avec votre pass sanitaire, je monte le pass sanitaire, j'ai un QR code, on me flash, ça dit que c'est bon. Enfin, je sais pas si vous êtes vacciné ou pas, mais en tout cas, on va l'espérer. Et ça me dit que c'est bon. Et je passe dans le restaurant, je passe dans le cinéma, je passe où je veux. Et ceux-là même qui sont les seuls capables de faire un contrôle d'identité, qui sont les policiers, ne sont pas, eux, astreints à l'obligation de vaccination. Donc on nage dans un délire absolu, dans une espèce d'absurde général de la Macronie, et de fait, ça provoque de la colère, ça provoque des crispations qui sont normales, parce que ils sont en train de mettre en place une société du contrôle généralisé et que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Vincent Baladier, on a créé un système inapplicable. Oui, exactement. Enfin, je rejoins en tout cas que sur ce point mon collègue. Vraiment, pour les commerçants, c'est inapplicable. Ils ne peuvent pas vérifier l'identité. Donc, il y aura des faux passes qui vont circuler. C'est déjà le cas, malheureusement. C'est comme une autre mesure du gouvernement, le plan Après, formation. Il en va également de la responsabilité collective. On en revient toujours à cette question. Et les Français, comme on le dit depuis le début de cette crise sanitaire, sont responsables. Oui, mais quand vous rentrez dans un restaurant, déjà, aujourd'hui, vous avez plusieurs entrées. Ensuite, vous avez des personnes qui vous rejoignent à table. C'est la réalité du terrain. Et puis, il y a des personnes qui vont aux toilettes. Comment le commerçant va pouvoir contrôler tout ça? C'est pas possible. Dans les grands restaurants, oui, mais dans les petits commerçants, c'est inapplicable. Benjamin Morel. C'est en grande partie inapplicable et c'est d'ailleurs pour ça qu'au tout début du projet de loi, il y a encore des sanctions, mais elles ont quand même été amoindries, notamment au Sénat. Vous aviez des sanctions qui étaient extrêmement fortes. Pourquoi? Parce 45 000 euros d'amende qui avait été évoquée. Pourquoi? Pour deux objectifs en réalité. Pour qu'il y ait une application sans besoin de contrôle et puis ensuite parce que l'application du pass sanitaire n'est pas le premier objectif du projet de loi. L'objectif du projet de loi essentiel, c'est de stimuler la vaccination en montrant que ce soit aux commerçants, mais surtout aux Français qui voudraient fréquenter ces commerces, les terrasses, les restaurants notamment, eh bien que leur vie va être extrêmement compliquée et que, parce qu'il y a des sanctions, etc., ils n'ont pas intérêt à tenter le diable, même s'il y a une chance sur 100 qu'au bout du compte, ils écopent une sanction. Donc cette volonté, qui est une volonté de dissuasion et de pousser vers la vaccination, elle a plutôt bien fonctionné. Le problème, évidemment, c'est qu'à côté de ça, vous créez des mécontentements, vous fragilisez un tissu économique qui est déjà très fragilisé, et puis vous faites perdre une forme de crédibilité à la norme, parce que si la norme ne s'applique pas vraiment, au bout du compte, jusqu'à quel moment on considère qu'elle a une crédibilité? Et là, il y a un vrai sujet. Après, encore une fois, si l'objectif, c'est de lutter rapidement contre l'épidémie en poussant à la vaccination, ça a plutôt pas mal fonctionné. Eduardo Riancipel, on fait porter une responsabilité supplémentaire à ces responsables d'établissements aujourd'hui qui ont fait beaucoup d'efforts d'ores et déjà depuis le début de cette crise sanitaire pour s'adapter aux mesures gouvernementales pour tenter de lutter contre l'épidémie. Oui, et puis j'ai le sentiment que ces patrons de restaurants, de bars et autres lieux d'accueil ont peur. Ils ont peur des conflits qui peuvent naître à l'entrée en raison de cette obligation de contrôler les passes sanitaires. Parce qu'ils savent, comme tous les Français, qu'il y a du conflit dans la société, que la société est tendue, qu'il y a une partie des Français qui est tendue. Il y a peut-être même une partie qui cherche la bagarre d'une certaine façon pour se libérer un peu de tout ce sentiment un peu d'oppression, d'étouffement dans lequel nous sommes et que la pandémie, le confinement ont aggravé. Donc je pense qu'ils ont surtout peur, ils veulent juste faire leur métier.
Je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur les Français, mais en même temps, je pense qu'ils ont peur des conflits et de la violence qui peut naître à l'occasion de ces contrôles ou des provocations qui peuvent naître. Donc, je les comprends. C'est la raison pour laquelle il faut les accompagner et que le pouvoir ne peut pas s'engager vers la vaccination totale du pays sans demander l'aide aux Français, sans le faire avec les Français, que chacun joue son rôle. Et je pense que tout simplement, il aurait fallu peut-être avoir un autre discours, une autre demande du pouvoir vis-à-vis des Français, de jouer un match ensemble, de faire France ensemble. Et c'est précisément cela que le pouvoir a raté. Tout était difficile. Le président de la République parle d'unité cette semaine. Mais l'unité, c'est pas un mot. C'est pas que du langage. Il faut la faire. Il faut que le langage devienne performatif. Quand dire, c'est faire, disait l'autre philosophe Austin américain. Donc je crois que oui, il faut que ce langage devienne performatif, c'est-à-dire que derrière le mot d'unité, on n'entende pas séparation, que derrière le mot unité que l'on prononce, on n'entende pas autre chose. Donc il faut une parole sincère. Il faut que le président retrouve l'autorité, même si c'est pas facile. Moi, je vais pas l'accabler dans une situation comme ça. C'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas de membres de la majorité sur ce je pense qu'il faut apporter la contradiction. Il faut vraiment tendre la main vers les Français. Et je crois encore une fois que la bonne décision était celle qui faisait autorité, la vaccination obligatoire, et non pas celle qui insistait tout sur le symbole de la contrainte, celle du pass sanitaire. Je pense qu'il fallait mettre les choses dans l'ordre et pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que ça a ajouté de la perturbation là où il y avait déjà une très grande défiance. On va revenir sur l'application du pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'obligation de ce pass pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite tant que ce dernier ne fait pas obstacle, je cite, à l'accès aux soins. Sauf que le Conseil national de l'ordre des médecins estime que pour l'instant, le gouvernement ne garantit pas l'accès aux soins pour tous les patients, notamment les patients atteints de pathologies chroniques. Il en appelle donc à garantir cet accès à l'ensemble des patients dans les situations d'urgence, vous le voyez, ou non dans les établissements de santé comme dans les cabinets. Christophe Prudhomme, chez nos confrères de France Info, a également expliqué que c'est quasiment un refus de soins. Et qui va gérer l'accès à l'hôpital? Quelle est la qualification de l'agent de sécurité pour vérifier que le patient peut rentrer ou pas dans l'hôpital? Antoine Léaumont, on en revient encore à ces mesures qui sont décidées et leur application, la réalité sur le terrain. C'est ça, et c'est ce que je vous disais sur l'absurde. Vous vous rendez compte que dans un hôpital dans lequel on a besoin de soignants, on va recruter des agents de sécurité pour contrôler des passes sanitaires. Vous vous rendez compte du niveau d'absurdité dans lequel Emmanuel Macron est en train de mettre notre pays? Enfin, je veux dire, il y a un an de ça, on était en train d'applaudir les soignants, et maintenant on leur met des agents de sécurité à l'entrée, on a autre chose à faire. L'ordre des médecins vise le point juste. Ça pose un problème dans l'égal accès aux soins. Donc le Conseil constitutionnel, dans cette matière-là, s'est comporté non pas en sage, mais en lâche, en réalité. Parce que sur ce point-là, ils disent qu'il peut y avoir un problème, mais ils valident quand même. Et sur un autre point qui est les contrats de travail et les salaires, alors on ne peut pas suspendre les CDD, mais par contre on peut quand même suspendre les salaires. Allez voir les gens dans la rue et dites-leur que suspendre le salaire ou suspendre le CDD, si ça fait une différence pour eux, non, parce que quand on est en CDD ou dans des contrats précaires, en général ce qu'on veut c'est juste avoir un salaire, c'est pouvoir vivre à la fin du mois. Donc le Conseil constitutionnel dans cette situation s'est comporté comme une bande de lâches à mon avis et n'a pas osé aller contre le gouvernement, ce qui n'est pas si étonnant que ça puisque le président du Conseil constitutionnel était dans le même gouvernement qu'Emmanuel Macron, donc finalement c'est un peu la même bande finalement qui gouverne tous ces machins-là. Mais si vous voulez, moi C'est la règle aussi au Conseil constitutionnel. Il y a 3 membres qui sont désignés par le président de la République, 3 autres par le président de l'Assemblée nationale et 3 derniers par François Hollande, Laurent Bien sûr, c'est la règle, mais n'empêche que quand c'est les anciens amis du gouvernement dans lequel on a participé, c'est aussi plus facile. Bref. Il y a aussi d'autres membres issus de gouvernements précédents. Pour revenir à l'hôpital, je pense que la critique du Conseil des médecins, le gouvernement de l'ordre des médecins, le gouvernement devrait l'écouter parce que cet ordre des médecins ne dit pas qu'il est contre le pass sanitaire. Moi, j'y suis opposé. Moi, je suis contre le pass sanitaire. Je trouve que c'est une restriction de liberté énorme. Je trouve que ça pose des problèmes, je l'ai dit, pour les salaires, notamment des gens qui vont être suspendus. Mais l'ordre des médecins, lui, n'est pas contre ce pass sanitaire. Donc le gouvernement devrait écouter, je pense, l'avis de gens qui vont plutôt dans son sens sur un point, mais ne sont pas d'accord sur l'application concrète. Benjamin Morel. Oui, alors il y a 2 types de populations qui sont touchées, visiblement, si on en croit la lettre de la loi, il va falloir voir ensuite les précisions dans les décrets, etc. Mais vous avez 2 types de populations qui sont touchées par le pass vaccinal à l'entrée de l'hôpital. C'est d'un côté les accompagnants, bon là il n'y a pas un besoin de soins, et de l'autre les soins programmés. Donc les personnes qui ont pu
passer par la case test avant d'entrer. Il ne faut pas oublier que c'est la première maladie nosocomiale et qu'à partir de là, si vous rentrez à l'hôpital avec un Covid, eh bien, vous avez en effet un danger de contaminer et de contaminer notamment des personnes fragiles. Donc, si jamais vous arrivez avec une situation qui est une situation d'urgence, si jamais votre soin n'était pas prévu justement parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus du jour au lendemain, là, a priori, encore une fois, il va falloir voir, mais a priori, vous n'avez pas besoin de passe sanitaire. Je dis il va falloir voir, parce qu'en effet, on va avoir les décrets d'application, il va y avoir une précision de ces dispositions-là. Il ne faut pas oublier que ces décrets, si jamais ils apparaissent disproportionnés, ils vont également pouvoir faire l'objet de contentieux, notamment dans le Conseil d'État, etc. On peut avoir des recours pour excès de pouvoir sur, ensuite, les décrets d'application, si jamais ils apparaissent totalement contraires à la volonté qui a été celle mise par le Conseil constitutionnel, justement, d'un pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital qui ne soit pas opposé à un égal accès aux soins, si tant est encore une fois que vous puissiez vous organiser de manière à peu près sereine pour accéder à l'hôpital dès lors que vous le souhaitez, sans transmettre la maladie. Vincent Baladi. Il faut apprendre des erreurs passées et malheureusement j'ai l'impression qu'on va encore dissuader les Français et leurs accompagnants d'aller dans les hôpitaux. Moi j'ai plein d'expériences où l'importance de l'accompagnant est capitale. Des gens sont morts de solitude pendant le premier confinement. Je pense qu'on a eu les expériences du premier confinement. Moi, j'ai des personnes aussi de mon entourage qui n'ont pas eu de soins de kinésithérapie pendant le premier confinement. Après, il y a eu des changements et ces personnes-là se sont retrouvées dans des situations de handicap grave. Donc, il faut apprendre de ces erreurs. L'ordre des médecins, on ne peut pas dire qu'ils sont pour ou contre le gouvernement. Je pense qu'il faut un peu les écouter. Et moi, je ne vais pas me prononcer sur la décision du Conseil constitutionnel puisque je respecte l'institution, mais l'ordre des médecins, c'est pas n'importe quoi. En plus des manifestations contre le pass sanitaire qui essaiment partout en France le samedi, des syndicats de soignants et du médico-social ont lancé, on va le voir, des appels à la grève. L'abrogation du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants font partie des revendications des grévistes, mais ce n'est pas la seule. Augmentation immédiate des salaires, arrêt de la déréglementation sur le temps de travail et des fermetures de lits. Voilà plusieurs de leurs revendications aujourd'hui et qui justifient, selon eux, cet appel à la grève. Oui, moi je soutiens largement les soignants dans leurs revendications. Par ailleurs, les soignants français sont parmi les moins payés de l'Union européenne. Donc c'est normal qu'ils demandent des augmentations de salaire, particulièrement après ce qu'ils ont dû endurer dans la première vague où finalement... Il y a eu le Ségur de la santé. Oui, mais le Ségur de la santé, on attend de voir ce que ça donne réellement, parce que s'ils sont en train de demander des augmentations de salaire, c'est qu'ils considèrent que c'est pas assez. C'est très faible le salaire des soignants. Je crois qu'on est, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est autour de la 22e place dans l'Union européenne en moyenne dans le paiement des soignants. Donc c'est normal qu'ils fassent ces revendications-là. Maintenant, si on regarde la situation aussi, il faudrait s'interroger sur pourquoi on se retrouve dans une situation de saturation des hôpitaux, où potentiellement on peut avoir de nouveau une saturation des hôpitaux. C'est qu'Emmanuel Macron n'a pas fait le travail. Et que si on avait écouté davantage l'OMS, on aurait pu faire peut-être mieux que ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et ça, c'est ce que proposait Jean-Luc Mélenchon depuis le début de la crise sanitaire. En fait, depuis le début de la crise sanitaire, les Insoumis, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, n'ont cessé d'alerter sur ce qui allait arriver. Pourquoi ? Pas parce qu'on est des devins, pas parce qu'on serait des génies, parce qu'on écoute ce que nous disent les chercheurs de l'OMS, ce que nous dit l'OMS. Et l'OMS nous disait quoi ? Dans la première phase, elle nous disait qu'il fallait tester. Macron disait ça sert à rien au début, parce qu'ils en avaient pas assez, parce qu'ils n'avaient pas fait appel, ils n'avaient pas réquisitionné notamment l'industrie, les vétérinaires qui proposaient de le faire aussi. Donc il y a une première phase. Compliqué compte tenu de la loi. Il y a une première phase où c'était ça. Deuxième phase, l'OMS nous dit il ne faut pas faire de vaccination obligatoire, il faut convaincre plutôt que contraindre. Que fait Macron ? Le pass sanitaire. Il fait exactement l'inverse de ce que propose l'OMS. Troisième chose que nous dit l'OMS, il faut lever les brevets. Jean-Luc Mélenchon l'a demandé il y a maintenant presque un an avec l'ancien président du Brésil, Lula, qui sera, je l'espère, le prochain président du Brésil aussi. Ça serait mieux pour le Brésil, à mon avis. Mais Emmanuel Macron, au début, a dit qu'il était contre, puis M. Biden a dit qu'il était pour, donc M. Macron a suivi les États-Unis, mais ils n'ont toujours rien fait. On attend toujours que ces belles personnes aillent devant l'OMC pour porter la levée des brevets, puisque c'est devant l'OMC qu'il faut le faire. Mais l'OMS, encore une fois, nous dit ça. Et puis, dernière chose, l'OMS nous dit qu'il ne faut pas faire la troisième dose et il faut plutôt envoyer les doses qu'on a en plus vers les pays d'Afrique où actuellement on n'est qu'à
on est à moins de 2% de vaccination. Or, si on pense qu'on va pouvoir laisser l'Afrique dans la situation dans laquelle elle est et que ça va pas nous revenir dans la tronche d'ici quelques mois quand il y aura le variant Zeta, je ne sais quoi, qui aura muté en Afrique parce que personne n'est vacciné. On est à moins de 2% de vaccination. Parce que personne ne sera vacciné et qu'il y aura des cas graves avec des mutations qui reviendront vers nous. Si on n'est pas capable de comprendre qu'une pandémie mondiale se gère avec l'humanité, en pensant à l'humanité et pas en pensant chacun dans son petit coin, dans sa petite case, alors on n'arrivera à rien. Et c'est exactement ce que proposait de faire Jean-Luc Mélenchon depuis le début. On poursuit la discussion dans un instant après une très courte coupure pub. On l'entend, le gouvernement, il est sur une ligne de crête, il doit permettre une reprise économique tout en essayant de mettre un terme à cette reprise épidémique, et le pass sanitaire est l'un des outils qui permet de conjuguer peut-être les deux, Antoine Léaumont. C'est pas l'impression qu'on a si on écoute les restaurateurs qui nous parlaient tout à l'heure. Mais plus largement, il faut aussi regarder ce qui se passe. C'est pas la crise pour tout le monde. Le CAC 40, pendant ce temps-là, ils sont dans un niveau record de points et ils ont distribué 50 milliards de dividendes. Donc ça a l'air d'aller pour certaines personnes. En revanche, dans un autre secteur de l'économie, et particulièrement dans la restauration, parce qu'ils ont eu les fermetures d'établissements, enfin le confinement, les couvre-feux et maintenant le pass sanitaire, là, ça devient un petit peu compliqué. Mais il y avait un sujet qui était extrêmement intéressant, c'était la question des faillites d'entreprises. Et là encore, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon en parle depuis des mois. Il parle de la question du remboursement des prêts Covid, ce qu'on appelait les PGE. Voilà. Prêts garantis par l'État. Ces prêts garantis par l'État, ils sont garantis, devinez jusqu'à quand ? Jusqu'à juste après la présidentielle de 2022. Hasard sans doute, mais juste après, genre juin 2022. Donc il va falloir se poser la question du remboursement de ces prêts garantis. Il y en a de mémoire, je crois, pour 120 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Donc 120 milliards d'euros d'entreprises qui ont subi des confinements et qui maintenant subissent le pass sanitaire. J'attends de voir comment ils espèrent gérer cette crise de la dette privée qui s'avance. Édouard Dorian-Sipel. Ce n'est pas le pass sanitaire qui permet de reprendre une vie normale, c'est le vaccin, c'est la vaccination d'une grande majorité des Français. Et d'ailleurs, quand on... C'est peut-être aussi un régime transitoire, l'instauration de ce pass sanitaire dans certains établissements. Transitoire par rapport à quoi et par rapport à qui ? Par rapport à une couverture vaccinale suffisante pour tenter de juguler efficacement cette épidémie sur notre territoire. Si vous décidez, si vous dites soit vous vaccinez, soit vous n'aurez plus de vie, bon, c'est la politique du bâton. Mais autant dire aux Français, je vous demande et je vous oblige à vous vacciner. C'est une décision exceptionnelle parce que la situation est exceptionnelle. D'ailleurs, elle n'est pas inédite puisque chaque enfant qui naît en France, il est obligé de se faire vacciner. Tous les enfants de France, ils ont un pass sanitaire. Vous êtes au courant, ça ? Que les petits Français, ils ont un pass sanitaire pour aller à l'école. S'ils n'ont pas leur carnet de santé à jour des vaccins, maintenant c'est 11. Je crois même que c'est un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron qui a imposé le passage de 3 vaccins obligatoires aux enfants français à 11. Il a été capable de ça. Ils ont eu l'autorité et les Français ont eu le consentement pour le faire. Ça n'a pas mis le pays dans cet état d'évolution. Pourquoi ils ne trouvent pas les mêmes façons de faire pour tout simplement amener les Français à une décision totalement rationnelle, utile, forte et sécuritaire. Donc quand la situation est exceptionnelle, il faut être capable de prendre une décision exceptionnelle et obliger à la vaccination était une situation, une décision qui conduisait à garantir notre sécurité et santé collective. Benjamin Morel. Oui, la question c'est est-ce qu'on ressort par le haut ou par le bas de cette crise économique ? Alors pour l'instant, on en ressort plutôt par le bas, c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas si mauvais, mais pour l'instant, on a quand même un État qui tient à bout de bras le secteur privé, qui d'ailleurs ne le reconnaît pas toujours beaucoup, mais pour le coup, il faut quand même le souligner. On a beaucoup d'entreprises qui, avant même la crise, étaient des entreprises très très fragilisées. Et là, pour le coup, on a une forme de parenthèse enchantée avec ces prêts qui fait qu'on les maintient en vie artificiellement, mais la sortie, et je vous rejoins, va être extrêmement difficile. Et là, il va y avoir une vraie question. Ensuite, on a un plan de relance qui est relativement insuffisant, qui est même assez insuffisant. Alors certes, on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis, on a une relance indirecte, notamment par les aides sociales, etc., qui ne touchent pas le continent américain, mais malgré tout, on a, si on est dans une perspective de réindustrialisation, un plan de relance qui est très très insuffisant notamment par rapport à l'argent qui a été débloqué outre-Rhin au tout début de la crise. Or, si en plus on a un plan de relance qui bute sur des mesures contraignantes pour l'épidémie, pour l'économie à travers l'épidémie, et bien à ce moment-là, vous avez une effectivité de la relance qui risque encore d'être moindre. Donc la situation actuelle n'est pas tout à fait folichonne d'un point de vue sanitaire, mais on risque demain d'avoir une crise économique. Et pour l'instant, comment est-ce qu'on conjure cette crise économique ? On n'a pas encore tout à fait les réponses. Et les outils qu'on a mis en place sont des outils à la fois insuffisants et qui butent sur une réalité qui est celle encore de cette épidémie qui perdure.
C'est la grande crainte, Vincent Baladi, que cette crise sanitaire n'amène à une crise économique, financière, puis sociale. Effectivement, c'est une grande crainte. Moi, je rejoins Benjamin Morel sur ce point. L'État a essayé de tout faire, mais c'est quand même relativement limité. Et le jour où ça va s'arrêter, on va avoir des faillites en cascade. Il y a certains commerces qui tiennent que par les aides. Alors, ils ont le mérite d'exister, mais un jour, elles vont s'arrêter. Moi, je pense que le gouvernement devrait faire comme en Allemagne, avoir un vrai plan sur le numérique, un plan aussi peut-être sur la presse écrite. La presse écrite est en grave crise. Aujourd'hui, il y a une forte pression sur le papier, personne n'en parle. Il y a des livraisons de plus en plus sur Internet qui sont faites et il n'y a aucune vision par rapport à ça. On devrait avoir un grand plan de relance économique, mais vraiment structurel. Et moi, je ne le vois pas. Le compte n'y est pas ? Non, le compte n'y est pas. Je vais reprendre ce que vous avez dit. Le plan de la France n'est pas à la hauteur si on le compare à celui de l'Allemagne en volume, en valeur rapportée au PIB. Mais ce que révèle cette crise quand même, moi ça m'amuse, mais enfin ça m'amuse, je veux dire, dans ce cadre-là, c'est tout le monde redécouvre l'État d'un coup. L'État qui était trop gros, l'État qui coûtait trop cher, l'État qui ci, l'État qui là. Alors d'un seul coup, tout le monde est bien content d'avoir un État qui est capable de venir en aide aux entreprises quand elles sont en difficulté, comme c'est là, enfin quand elles sont en difficulté, quand les décisions aussi de certains gouvernants et le manque d'anticipation, je pense, du gouvernement, met les entreprises en difficulté. On est bien content d'avoir l'État qui est là pour aider les entreprises. On est bien content d'avoir l'État qui est là pour l'hôpital public. C'est le pari d'Emmanuel Macron, le quoi qu'il en coûte. Comment ? Depuis le début de cette crise sanitaire, d'aider les entreprises, d'éviter le plus possible les cascades. Ils sont en train de dire que ça ne sera pas le quoi qu'il en coûte toujours. Ils ont commencé à revenir là-dessus. Donc vraiment, on va vers un moment économique difficile si on ne s'en sort pas collectivement avec les outils de l'État. Et Emmanuel Macron, dans la situation dans laquelle... On parlait tout à l'heure d'unité. Emmanuel Macron, dans la situation dans laquelle on est maintenant, qu'est-ce qu'il a de mieux à faire ? C'est la réforme des retraites. Alors voilà la grande idée géniale, brillantissime du président de la République. On n'est pas encore sorti de la crise sanitaire, on n'est pas sorti de la crise économique, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire ? La réforme des retraites. Et s'il fait la réforme des retraites, il nous aura dans la rue contre lui pour l'empêcher de faire cette réforme des retraites. C'est absurde, même le président du MEDEF, qui est quand même pas de mon bord, dit qu'on a mieux à faire qu'une réforme des retraites dans la période actuelle pour relancer l'économie. Donc franchement, que M. Macron se calme un petit peu, qu'il redescende sur terre. Ici, c'est la France. Et c'est la France de 1789, pas seulement la France de la Startup Nation qu'il essaie de nous vendre. Eduardo Riancipel. Nous avons vu à la faveur de la crise du Covid-19, de la pandémie et du confinement, nous avons vu une société française qui a montré une très grande capacité d'adaptation. Nous avons été capables de nous adapter, de nous enfermer d'une part, d'organiser partout dans la société où c'était possible le télétravail. Et ce changement est un acquis pour le futur. Vous verrez que le chemin que nous avons pris, et c'est un symbole, c'est une image sur laquelle il faut s'appuyer pour montrer la capacité d'adaptation des Français. Ils ont été formidables. On a réinventé l'organisation pour travailler. On a réussi à investir dans le télétravail et c'était quelque chose que moi je défendais depuis très longtemps puisque élu de Seine-et-Marne, le département de la Seine-et-Marne du temps où le département de la Seine-et-Marne était dirigé par la gauche, nous avions énormément fait pour favoriser le télétravail, des centres de télétravail. Je veux dire ça parce que nous sommes dans un choc de civilisation. Nous sommes dans un monde instable et dangereux avec des défis majeurs, inédits. Il y a bien sûr le changement climatique, mais vous avez toutes les ruptures scientifiques, technologiques, intelligence artificielle. La science fondamentale est en train de faire des découvertes majeures. Nous sommes en train de changer de civilisation. L'organisation du travail ne sera pas le même dans les 10, 20, 30 prochaines années avec la surrobotisation et la société connectée. Nous avons donc un besoin, avec en plus le changement climatique qui vient mettre une chape de plomb qui concerne toute l'humanité et qu'il faut traiter. Nous avons l'obligation de transformer la société et nous avons aujourd'hui, je crois, le maître mot d'être dans l'adaptation et dans l'adaptabilité de nos sociétés. Nous avons besoin d'une économie et des industries de l'adaptation. Et à tous les niveaux, nous avons besoin d'avoir des politiques et une économie de la santé extrêmement forte. Il y a des révolutions majeures qui vont venir dans le domaine de la santé. La découverte, y compris de ce vaccin avec l'ARN messager, est une découverte fondamentale pour les maladies et pour la santé de l'humanité dans le futur. Ça permettra de guérir des cancers qu'on n'arrive pas à guérir. Donc il faut faire le pari de la raison. Il faut faire le pari des grands défis. Pour cela, nous avons besoin d'un État stratège qui investit et qui prépare le futur. On ne peut pas attendre de l'État et de l'Union européenne uniquement qu'ils sortent
le levier de l'argent, de l'investissement pour réparer. Nous avons besoin aussi, en temps de tranquillité, de paix, de préparer. Il faut réparer quand il faut réparer, mais il faut aussi être capable d'investir pour préparer le futur. Et d'ailleurs, la décision que le président de la République a prise avec l'Union européenne, elles sont à total contre-courant des politiques libérales qu'ils menaient à présent de non-investissement stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont fait le contraire de ce qu'ils nous disent. Ce n'est pas le ruissellement. C'est le surinvestissement pour protéger, mais je crois que c'est la même attitude demain si on veut avoir une Europe-providence, si on veut avoir une Europe stratégique qui préserve sa sécurité collective, qui a une économie ordonnée où on se divise le travail et la production entre nous, où on fait l'économie du futur avec l'écologie, la transition énergétique, etc. On a tous ces chemins à mener et on ne peut pas le faire si on n'a pas une vision. Il est temps que le modèle européen se reprenne en charge, qu'on prenne appui sur des décisions stratégiques qui ont été celles-ci, pour ne pas revenir à un modèle purement libéral qui ne marche pas et qui n'est même pas français. Benjamin Morel. Oui, on a fait de la relance parce qu'on n'avait pas le choix, mais on l'a fait de manière en réalité beaucoup trop timide et beaucoup trop asymétrique entre les pays. On évoquait le plan de relance allemand. Le gros problème en réalité, c'est que depuis la création de l'euro, on a une dissymétrie en matière industrielle qui s'est créée entre d'un côté l'Allemagne, de l'autre les autres pays de l'Union européenne, notamment la France et l'Italie, qui ont perdu leur tissu industriel. Tout ça ne pourrait être réparé dans le cadre de l'euro qu'à condition que vous ayez des vrais transferts en termes de capitaux qui permettent de relancer l'industrie des pays, dont la France. Par ailleurs, là, on l'a dit, on a une Allemagne qui vit grosso modo sur ses économies et donc a pu faire de la relance massive, ce que n'ont pas pu faire les pays européens du Sud, la France et l'Italie. Vous avez un plan européen, mais un plan qui en réalité, au vu des enjeux, est assez peanuts. Donc à partir de là, il aurait fallu pouvoir faire de la relance nationale pour justement investir dans les industries d'avenir avec une forte valeur ajoutée, avec également une préoccupation écologique, etc. Tout ça, nous ne l'avons pas fait. Résultat, l'Union européenne de demain, si ça continue, c'est une Allemagne qui va concentrer de plus en plus l'industrie, qui du coup va créer un déséquilibre au sein d'un euro qui, totalement déséquilibré, risque d'éclater, et des pays du Sud, dont la France, qui risquent de se paupériser. Cette situation-là n'est plus tenable économiquement. Clairement, ça fait plaisir de l'entendre sur un plateau. Le problème de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. C'est vraiment, nous, ça fait à peu près... Arrêtez de trouver des ennemis supplémentaires, c'est un partenaire indiscutable. Je sais bien que Jean-Luc Mélenchon veut détruire l'Europe. Non, mais laissez parler. Pas de germanophobie. Vous ne pouvez pas dire dans un moment comme celui-là que la faute de l'Europe, c'est l'Allemagne. Elle a des torts. Merci de le dire. Merci de le dire. Si vous écoutez l'Allemagne, sérieusement, je vous ai laissé raconter un tissu d'ânerie pendant des plombs, mais vous pouvez laisser les gens répondre. Antoine Léaumont, et je vous passerai la parole juste après, Eduardo Briancipel. Je dis que le problème, c'est l'Allemagne. Je dis que le problème de l'Union européenne, vous m'avez pas bien écouté. Le problème de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, je le répète. C'est une politique. Bon sang de bois, laissez-moi finir mon argument. Bon. Le problème de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne crée des désordres économiques à l'intérieur de l'Union européenne, et vous les avez évoqués. Et un des désordres économiques qu'on n'évoque jamais, c'est aussi le fait que l'Allemagne exporte vers les pays de l'Union européenne et a une balance commerciale qui est très déséquilibrée, ce qu'interdisent les règles de l'Union européenne normalement aussi, mais que l'Allemagne ne respecte pas non plus. Donc effectivement, il y a un problème qui se crée, et puisque l'Allemagne est un partenaire, ce que je pense, et si on veut que l'Allemagne soit un partenaire dans l'Union européenne de la France, il faut qu'on ait une relation d'égal à égal avec l'Allemagne. On ne peut pas accepter... Ça, je suis d'accord avec ce Attendez, je voudrais juste aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'argument. Il faut donc qu'on ait une relation d'égal à égal, et vous avez raison de dire que, vu que le plan allemand est un plan de relance massif, tandis que le plan français est un plan pauvre et à peu près nul, puis qui remet même pas la quantité qu'on a perdu, la quantité de PIB qu'on a perdu dans la crise sanitaire. Vu qu'il y a ça, le déséquilibre économique entre la France et l'Allemagne va s'accentuer, et il est très dangereux pour les relations à l'intérieur de l'Union européenne, à mon humble avis. C'est assez simple d'un point de vue économique, c'est-à-dire que les excédents commerciaux de l'Allemagne sont nos propres déficits. C'est-à-dire que dès le moment où l'Allemagne nous vend, eh bien, nous achetons. Et si nous achetons, nous avons un déficit vis-à-vis de l'Allemagne. L'euro ne tient que parce que vous devez avoir une balance commerciale à peu près équilibrée. Si vous avez un pays qui relance et qui donc potentiellement accroît sa capacité de production pour exporter, et un pays qui relance moins, donc qui n'accroît pas sa capacité de production, vous avez un euro qui est de plus en plus en danger, et vous avez d'un côté un pays qui s'appauvrit et de l'autre un pays qui s'enrichit. Et ça crée à terme des tensions qui vont être des tensions géopolitiques et des tensions qui vont être des tensions économiques. Je voudrais juste rajouter un argument, et après je vous laisser finir. Mais simplement un dernier argument. Un dernier mot. Mais si on a parlé tout à l'heure des aides de l'État. L'État a donné, je crois, 7 milliards d'euros d'aide à Renault. Que fait Renault ?
plutôt que de faire des commandes chez les sous-traitants français, ils délocalisent la production d'un certain nombre de productions, et notamment des jantes en aluminium, vers le Maroc. Donc vous avez des industries françaises qui sont capables de produire de l'aluminium, qui est un matériau d'avenir pour la transition écologique. L'État file du fric à une entreprise, l'entreprise fait quoi? Elle délocalise la production à l'étranger. Rendez-vous compte du niveau d'aberration dans lequel on est, parce que tout à l'heure vous avez parlé aussi du télétravail, mais sur la question de l'industrie, on ne peut pas télétravailler. Donc l'industrie française, si on la laisse dans la situation dans laquelle elle est, on va avoir juste la fermeture de l'intégralité des boîtes qui produisent de l'aluminium en France. À Châteauroux, à Poitiers, dans le Jura, dans le nord de la France, vous avez un grand nombre d'entreprises qui produisent de l'aluminium et qui vont fermer si on n'en fait rien. Édouard Dourian-Sipel. Je pense qu'il faut qu'on soit prudent avec les mots. Et pour être clair, quand j'entends dire que l'Allemagne, c'est le problème de l'Europe, j'ai une difficulté à l'entendre. Et pourquoi? Et vous l'avez nuancé tout à l'heure. Parce que le problème, c'est pas l'Allemagne, c'est une certaine politique dans laquelle l'Allemagne est prise. C'est une politique du gouvernement. Sinon, c'est comme si on disait le problème du Moyen-Orient, c'est Israël. Vous comprenez vers quoi ça peut tendre? C'est la politique. Voilà, c'est une certaine politique. Vous avez raison de remettre de la nuance. C'était la politique du gouvernement allemand de Mme Merkel. Et je le dis très clairement parce que comme il y a une certaine germanophobie démagogue qui peut envahir certains partis politiques, et je ne nomme personne, je préfère qu'on soit sur la clarté. Parce que si nous entendions en Allemagne ou ailleurs que le problème de l'Europe c'est la France, je crois qu'on le prendrait un peu mal à juste titre. Oui, mais... Donc soyons sur les politiques et ne personnalisons pas les choses de manière inutile qui peut conduire à du conflit supplémentaire. Oui, il faut une nouvelle politique économique en Europe, d'investissement, de préparation de l'avenir et stratégique. Oui, il faut une nouvelle politique monétaire aussi avec l'euro. L'euro doit être une force. On devrait pouvoir faire en Europe avec l'euro ce que les Américains font avec le dollar et qu'on fasse respecter aussi l'Europe sur l'extraterritorialité du dollar aussi. Il faut demain des industries du futur. Le dernier champion industriel européen, c'est EADS et Airbus. Franchement, on ne peut pas faire mieux. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes industries du 21e siècle pour l'Europe? Il faut que l'Europe ait une envie de puissance, d'une puissance de paix qui assure sa sécurité. C'est fini le seul parapluie américain. C'est fini l'âge de l'adolescence où on pouvait tout se permettre. On a un monde dangereux, ultra compétitif, une nouvelle... bipolarité entre États-Unis et Chine. Quel est le rôle de l'Europe là-dessus? C'est là où je voudrais entendre la France sur le chemin du futur. Vincent Baladi. Malheureusement, on ne permet pas aux entreprises nouvelles, aux entreprises de demain de se développer. On a rajouté des lois, on a rajouté des contraintes. Moi, je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron a facilité les entreprises. C'était l'ambition du chef de l'État au tout début de son quinquennat. Effectivement, c'était l'ambition. Vous l'avez dit, soi-disant Startup Nation. Enfin, nous, concrètement, on ne l'a pas vu. On a vu plus d'impôts, plus de taxes, une augmentation de la CSG, un retour en arrière, une 4e tranche de CSG, ce qui complexifie considérablement les choses. Mais concrètement, il ne permet pas aujourd'hui d'avoir un Elon Musk français, par exemple. Et c'est très dommage. Et malheureusement, on est toujours en réaction et pas en anticipation. Benjamin Morel. Oui, on a une industrie qui s'affaiblit. On a également une recherche fondamentale qui est assez déconnectée de la recherche appliquée. Donc à partir de là, on investit aujourd'hui pour sauver des industries qui sont fatiguées et on n'investit pas dans les industries d'avenir. Il y a tout un plan et toute une réflexion à avoir, en effet, sur notre politique industrielle. On ne s'en sortira pas dans ce pays sans une vraie politique industrielle. Et ça implique parfois de faire des bras de fer au niveau européen. Parce qu'en effet, l'Allemagne, si vous prenez le discours qu'on a évoqué, il est tenu aujourd'hui par la CDU-CSU, mais il est également tenu par le SPD et par une partie des Grünen. C'est aujourd'hui quelque chose de structurel au niveau allemand et l'Allemagne défend ses intérêts. On ne peut pas le lui reprocher. L'Allemagne défend ses intérêts. C'est normal, c'est le cas de toute nation et les gouvernements démocratiques sont élus également pour défendre les intérêts des nations. Le problème, c'est qu'en face, la France a une vision un peu irénique du rapport franco-allemand. On parle de couple franco-allemand en France. En Allemagne, on parle de partenariat franco-allemand et ce partenariat, vous avez également un partenariat privilégié vis-à-vis des pays de l'Est. Il faut sortir de l'irénisme et rentrer un peu dans la géopolitique. En Allemagne, ils parlent même de moteur, de moteur franco-allemand de l'Union européenne, c'est dire leur attachement à l'industrie automobile. Mais je veux revenir sur, on parle beaucoup de la dette, l'emploi, l'industrie, etc. J'ai dit tout à l'heure, le CAC 40 connaît des niveaux records, des niveaux et aussi des niveaux de dividendes records. 50 milliards d'euros de dividendes, c'est l'équivalent de 1 million d'emplois au salaire moyen. Voilà. Vous voulez de l'argent, allez taxer les riches. Prenez de l'argent sur ceux qui en ont, sur ceux qui sont remplis les poches pendant la crise du Covid. Taxez les profiteurs de crise du Covid-19. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir d'un côté
l'intégralité du peuple qui pâtit des décisions d'Emmanuel Macron, des confinements, des problèmes économiques que ça pose, des fermetures d'entreprises, des baisses des diminutions de salaire, enfin, vous pouvez pas avoir d'un côté l'intégralité de la population qui pâtit, et on l'a vu d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes. En même temps, pour faire l'avocat du diable, si on les taxe, est-ce que ce n'est pas les pousser à aller ailleurs, alors, dans ce cas-là, à développer leur industrie ailleurs. Dans ce cas-là, c'est pas ceux qui font de l'industrie qui font des gros profits. Mais bon, bref. En tout cas, ce qu'il faut faire, si on veut s'en sortir, c'est effectivement imposer davantage ceux qui gagnent beaucoup, imposer moins ceux qui gagnent peu, de manière à ce que par leur consommation, ils puissent relancer l'activité économique. Et vous l'avez dit, et je vous rejoins totalement là-dessus, il faut un État stratège, mais un État qui planifie sur le long terme, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On doit avoir, et c'était ce qu'était censé faire M. Bayrou, mais on ne l'entend plus, il a disparu, il est commissaire au plan. On ne sait plus où il est passé, mais en tout cas, je suis bien content, il y a un commissariat au plan, donc quand Jean-Luc Mélenchon arrivera au pouvoir en 2022, nous pourrons utiliser cette structure pour avancer des plans, et notamment dans la planification écologique d'un côté et pour l'hôpital public d'autre part. Parce que si on veut sortir l'hôpital public de la crise dans laquelle il est, ça se fait pas d'un claquement de doigts de recruter des soignants. Il faut les former, il faut les intéresser au métier, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui démissionnent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Donc si on veut s'en sortir avec un État fort, un État puissant, eh bien, il faut planifier. Vincent Maladie. Oui, en 2 mots, non, je voulais dire que les 50 milliards, c'est aussi et surtout l'épargne des Français et des entreprises. On ne peut pas dire qu'il y a eu 50 milliards d'euros de dividendes sans dire où va cet argent. L'argent, c'est aussi des assurances vie, et derrière, il y a des Français qui ont aussi vécu cette crise, et c'est leur placement. Alors, justement, parlons-en des placements de l'assurance vie. 1 euro sur 2 de l'assurance vie placée en France part à l'étranger. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des aides. Bah, c'est une statistique qui existe, vous pourrez la retrouver. Si jamais elle est fausse, on me démentira sur les réseaux sociaux, je pense. Mais il y a 1 euro sur 2 je crois que je me souviens plus de la somme totale de l'assurance vie, mais qui est investi à l'étranger. On vérifiera cette information. Or, cet argent-là bénéficie des mêmes déductions fiscales que l'euro qui est investi en France. Bah, c'est pas normal. On devrait enlever les déductions fiscales sur l'argent qui part à l'étranger dans l'assurance vie des Français. Et là, vous utiliserez efficacement l'épargne des Français, effectivement, qui est placée dans l'assurance vie, dans laquelle ils font des SIPAV et des OPCVM, bref, mais en tout cas dans laquelle ils achètent des actions pour valoriser les et nous continuerons la discussion, notamment sur cette question. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à mettre des commentaires parce que je les lis, ils m'intéressent, ça m'aide beaucoup à progresser. Donc n'hésitez pas, allez-y, mettez vos commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!